Salut Catherine et Pablo. Salut à vous. Salut. Petit débrief du dimanche avec une semaine encore très politique, mais bon, ça, je pense que c'est à peu près toutes les semaines. Là, on va y avoir droit jusqu'aux prochaines échéances présidentielles, législatives, tout ça. Bref, cette semaine, on va s'arrêter sur 3 points. On s'est dit ça. On va commencer par évidemment la marche de la liberté. Et puis, on parlera un peu de Valérie Pécresse et de ses déboires, de son rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, des défections qui existent aussi chez les Républicains. Et puis, on terminera sur deux grands rendez-vous qui ont eu lieu, l'un dans l'Humanité, l'autre sur le plateau de France 2, de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel face au patron du MEDEF. Peut-être on commence d'ailleurs par la marche de la liberté. Catherine, tu nous as fait un ASAP cette semaine où tu disais que c'était un peu confus, c'était un peu dispersé, incertain. Tu maintiens ce dimanche? D'ailleurs, je voulais te rectifier, c'est pas la marche de la liberté, mais c'est le convoi. Convoi, oui, mais sûr. c'est un détail, ça peut paraître un détail, mais en fait, c'est Convoy of Freedom. C'est-à-dire que vraiment, ils ont repris l'intitulé des camionneurs qui bloquent Ottawa, donc au Canada, depuis maintenant 15 jours. Et c'est bien donc cette référence qui est explicite dans le message. Alors, ouais. On sait que la politique s'est fait de symboles, on sait que ce n'est donc pas anodin s'ils ont pris ce thème. On ne va pas quand même réduire toute l'analyse à ce point. Donc, je pense qu'il est tout à fait légitime de faire un lien entre ce convoi de la liberté et les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de colère éruptive contre les inégalités, la maltraitance, l'indignité, l'invisibilité, etc., qui s'expriment. C'est pas seulement ça, c'est aussi la convergence avec les anti-passes cachés, enfin les anti-vax qui se cachent derrière les anti-passes. Quand même, on sait qu'à la manœuvre, il y a à la fois Philippot et Dupont-Aignan qui sont très actifs et que celui qui est le leader de cette manifestation, c'est un homme qui est très complotiste, très lié aux idées d'extrême droite, etc. Alors, encore une fois, Rémi Monde. Jacqueline Moureau, qui aujourd'hui est un des principaux soutiens de Zemmour, ne suffit pas à dire la vérité des Gilets jaunes. Donc, ça ne raconte pas tout, celui qui en prend l'initiative, surtout dans un mouvement qui est aussi transversal, aussi horizontal plutôt que transversal que celui-là. On sait bien que c'est parti par des pages Facebook et des gens qui s'auto-organisent et prennent leurs affaires en main. Ceci étant, c'est quand même, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. La deuxième question, c'est un mouvement qui en lui-même est très composite dans ses revendications et dans ses références politiques. La question, c'est au fond, politiquement, comment se situer face à lui et qui va en tirer bénéfice politique à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'on peut comprendre certaines de leurs revendications, pas toutes leurs revendications, moi, anti-vax, c'est non. Une fois qu'on dit que tout le monde s'exprime à sa manière et dans le cadre, il y a une explosion de toutes les formes d'organisation de la société, on ne peut pas ne pas voir que ça rentre dans une perspective d'abord internationale. Donald Trump est un des leaders qui soutient le plus fortement ce mouvement-là à l'échelle internationale. Donc, alors, on peut objecter à ça. Ce que fait, par exemple, la France insoumise, c'est qu'on ne va pas leur laisser la main. On va donc s'installer pour ne pas laisser ce mouvement complètement récupéré par les idées de l'extrême droite. On peut comprendre cette position. Je dirais juste que deux choses, ça suppose quand même d'être sans ambiguïté sur certains aspects, par exemple anti-vax, que ça suppose aussi de prendre en compte et d'intégrer le fait que tout ce monde-là ne se reconnaît pas dans des forces politiques. Il y a beaucoup d'abstentionnistes, que les études qui ont été faites au moment des élections européennes, c'est-à-dire à la fin du conflit Gilets jaunes, enfin à la fin
de son apogée, je dirais, c'est quand même parti très largement du côté de l'extrême droite. Donc c'est quand même ça qui se joue aujourd'hui. Et Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vous comprends, votez. Voilà, je vous comprends, votez. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, s'il dit je vous comprends, votez, ça ne suffira pas à faire voter. Il n'y a pas d'implicite dans le voter. Chez Marine Le Pen, il y a un implicite, ça veut dire voter pour moi. Chez Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'implicite parce qu'il n'y a pas de filiation normale, naturelle et établie entre ce mouvement dans ses origines, dans ses revendications, dans ses formes, avec l'histoire de la France insoumise et plus largement de l'histoire de la gauche. Donc je pense, moi, que c'est une question complexe qui n'a pas été lors des Gilets jaunes, qui ne l'est pas lors des manifestation de cet été, qui ne l'est toujours pas. Et dernier point, c'est que moi, je suis désespérée de voir se détourner la notion de liberté par l'extrême droite. Ça c'est totalement déprimant et qu'il se drape dans cette référence-là et que ça leur soit finalement ce soit accepté. Pablo, je ne sais pas si tu as entendu hier Jean-Luc Mélenchon, non, c'était pas hier, c'était justement dans l'émission politique. Il a dit quelque chose, avant-hier, il a dit quelque chose qui révèle aussi le malaise à gauche par rapport à ces mouvements. On a vu les Gilets jaunes, nous-mêmes, à regard, on a fait notre mea culpa, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, à pas savoir ce qu'étaient ces nouveaux mouvements parce que divers, justement, et parce que aussi une pluralité de mots d'ordre. Mais Jean-Luc Mélenchon, il disait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ces gens demandent la fin du pass vaccinal. Je suis d'accord, donc je les soutiens pour ça. Ces gens demandent l'arrêt de l'augmentation des prix du carburant. Bah, je les soutiens aussi pour ça. Comment on peut ne pas être en accord avec les mots d'ordre de cette mobilisation? Bah, moi, je pense en fait que Jean-Luc Mélenchon, d'un côté, et d'autre part, les gens qui participent à ce mouvement ne parlent pas vraiment la même langue. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des revendications, partager des revendications, comme tu l'as dit, Pierre. Pour autant, ça ne veut pas dire en fait qu'ils se parlent. Et moi, ce que je vois avec les convois de la liberté, j'ai passé beaucoup de temps hier à aller sur les groupes Facebook, à suivre un peu ce que disait Rémi Monde, là, qui est l'un de leurs leaders. Hein. Je suis allé sur sa page Facebook, j'ai lu beaucoup de choses. Initiateur, on va dire. Initiateur, voilà. Ouais. Et il prend beaucoup aussi la parole dans les médias hein, pour parler du mouvement. Et en fait, c'est un monde, moi, que je connais pas. C'est un monde que nous, on connaît pas tellement. C'est un monde qui est aujourd'hui, qui vit qui vit de façon très indépendante, en fait, par rapport à nous. Catherine, tu parlais des références. Tu disais, oui, ils ont des références au mouvement qui se passe au Canada et aux États-Unis. Tu parlais de la référence à la liberté, mais je pense que vraiment, derrière le mot liberté, ils ne mettent absolument pas ce que nous, on peut mettre derrière le mot liberté. Même lorsqu'ils disent nous sommes contre le pass vaccinal, ils ne disent pas la même chose que lorsque Jean-Luc Mélenchon dit moi, je suis contre le pass vaccinal. Et c'est cette absence, en fait, de possibilité de dialogue entre un groupe social. En fait, c'est en train de se constituer, d'ailleurs, de plus en plus comme un groupe social hétérogène, hein, comme tu le disais, Catherine, d'un côté, et de l'autre côté, des forces politiques qui, en vérité, la seule chose qu'ils font, c'est constater en fait que le mouvement existe, exactement comme pour les Gilets jaunes, et essayer, je le dis, le mot est peut-être un peu dur, mais essayer de le récupérer, c'est-à-dire de récupérer la colère qui est issue de ce mouvement. Je pense que c'est impossible, c'est vraiment peine perdue pour Jean-Luc Mélenchon, comme ça a été peine perdue d'ailleurs pour la France insoumise lorsqu'il s'est agi des Gilets jaunes. Il y a pas, le dialogue aujourd'hui n'est pas possible et surtout il arrive trop tard. Je pense qu'il faut qu'on considère en fait ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé avec les Gilets jaunes, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les convois de la liberté, qu'on en tire les conclusions sur en fait l'hermétisme total en fait de ce monde-là par rapport à des appareils politiques ou des appareils syndicaux ou des associations de la gauche, qu'on constate ça et qu'après on se dise bon, bah, comment on va faire pour que la prochaine fois on arrive en fait à ce qu'il puisse y avoir une rencontre. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, genre, moi je suis d'accord avec Catherine, il ne peut pas y avoir de rencontre entre les convois de la liberté et la France insoumise ou le vote Jean-Luc Mélenchon le 10 avril prochain. C'est pas le même vocabulaire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je pense très importante, Catherine, tu n'en as pas parlé, mais c'est la violence, en fait,
de la réaction de l'État, en fait, de l'État policier à l'encontre de ces manifestants. Il y a eu un déferlement de policiers. Enfin, les images sont absolument sont froids dans le dos. En fait, il y a des chars qui sont arrivés sur Paris, des blindés qui ont tourné autour de l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, enfin vraiment une absence totale de maîtrise du maintien de l'ordre par la préfecture de police parce qu'ils avaient fermé. On savait très bien que les Champs-Élysées allaient être un point de ralliement de ces gens qui participaient au convoi de la liberté et ils n'ont pas fermé les rues adjacentes et donc du coup il y avait des passants, enfin il y avait des touristes, des passants, il y avait encore des voitures et les CRS et la police ont gazé absolument toute l'avenue, c'était complètement sous les fumigènes et les gaz lacrymogènes. Enfin, c'est pas possible en fait de laisser en fait d'avoir on redit en fait ce qu'on disait pendant les Gilets jaunes, mais d'avoir ces techniques de maintien de l'ordre qui sont complètement à côté de la plaque. Enfin, je veux dire, on ne peut pas, d'une part, pour une question d'image, en fait, envoyer des blindés lorsque des gens pacifiques montent sur Paris pour manifester, c'est pas possible comme image. Et la deuxième chose, c'est que en plus du problème d'image, c'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Est-ce que Catherine, Oui. est-ce que justement ce que dit Pablo là sur la réponse politique, policière surtout à ces mobilisations, est-ce que c'est le signe finalement d'une fébrilité du gouvernement où il sent que possiblement ça peut s'envenimer, ou est-ce que c'est la continuité de la politique de Macron et il montre qu'il a une autorité, que c'est comme ça, c'est de la fermeté face à des mobilisations sociales qui peuvent selon lui dégénérer? C'est tout ça à la fois, c'est-à-dire que Macron, il veut montrer que sur le régalien, on ne va pas lui en compter, que donc il est capable de taper fort. Et par ailleurs, je pense qu'il y a une fébrilité, parce qu'on est à 2 mois des élections, avoir un mouvement comme ça émerger à 2 mois des élections, c'est tout à fait C'est inédit, ouais. Ah oui, c'est tout à fait inattendu. Et on va voir le soutien que l'opinion publique lui accorde. Est-ce que ça rentrera en résonance avec les préoccupations qui sont majoritaires, celles du pouvoir d'achat? On va voir ça. Pour l'instant, je pense que c'est encore incertain. On ne sait pas trop si c'est un truc de facho, un truc anti-vax ou une affaire gilet jaune pour le pouvoir vivre, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette espèce de doute qui subsiste et donc qui fait que l'opinion publique, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'elle soit tellement stabilisée. Mais c'est sûr que Emmanuel Macron, qui pense que l'élection, la campagne est absolument superflue et que finalement, par acclamation, il va avoir son élection, il va être réélu dans un fauteuil, je crois que là, il ferait bien de s'en occuper un peu sérieusement parce que moi, je maintiens que Marine Le Pen, je veux dire, elle a dit 2 choses, Le Pen. Elle a dit dans la mondialisation qui déstabilise tout, les gens sont perdus et perdent tout. Et donc, voter. Voilà. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que le propos n'est pas de savoir si on soutient. Je veux dire, on n'est pas, quand on fait de la politique, la question du soutien est une question, mais ce n'est pas la question ultime. La question ultime, c'est qu'est-ce qu'on en dit, dans quel projet on l'insère et vers quoi ça porte. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on en dit? Je pense que c'est incertain. Par contre, l'analyse et l'insertion de cette analyse dans un projet politique, ça peut relever de tous les candidats qui doivent aujourd'hui se positionner. Moi, ce que je note, c'est que Jadot et Hidalgo se sont positionnés contre la manifestation qui bloquerait Paris. Ils sont positionnés sur l'épiphénomène. On attend des positions sur le fond des questions qui sont posées, et donc sur le fond de ce type de mouvement et sur le fond de cette crise de la démocratie dans lequel un phénomène comme ça intervient, où on parle dans ce pays, quoi. Je veux dire, comment ça se régule et quels sont les problèmes que ces gens-là qui manifestent aujourd'hui mettent sur le devant de la scène, et voilà. Allez, on suivra. Cette campagne, c'est un peu la guerre des étoiles, un peu la guerre tout court d'ailleurs. Il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'empire attaque, comme dit Valérie Pécresse. Il y a l'attaque des clones, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et donc moi, vous avez compris que j'étais le retour du Jedi parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme le dit à la fin la saga. C'est Valérie Pécresse qui nous a fait ça lors de la remise de son prix de la personnalité politique de l'année. C'était gênant, Pablo. Oui, c'était quoi cette séquence? Qu'est-ce qu'elle nous a fait là? Non, c'est que ça va pas bien là dans sa campagne.
Non, mais bon, en fait, je pense que c'est relativement anecdotique, mais je pense là que les communicants et les Est-ce que c'est si marketeurs qui sont… anecdotique ça? Et justement, c'est pour ça que je me suis permis de relire ça. Mm. C'est que, est-ce que c'est si anecdotique? C'est-à-dire qu'on voit bien que sa campagne, elle a bénéficié quand même d'une bonne dynamique juste après avoir été investie par les Républicains. Euh, Moi-même, je faisais des paris sur le fait qu'elle était quand même il y a une épine dans le pied pour Emmanuel Macron si elle devait atteindre le second tour. Je pense qu'elle est en capacité de gagner Et cette élection présidentielle. on va être Je pense sympa, on qu'elle, va pas en parler. On ne je dira pense qu'elle, rien. On restera entre je nous. vous le dis ici, comme j'ai pu dire d'autres choses sur les écologistes, par exemple, mais je vous mets mon billet qu'elle est en capacité, encore aujourd'hui, je le crois, hélas, mais bon, entre elle et Macron, de toute façon, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup la donne, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, qu'elle peut être elle est encore en capacité de gagner. Mais quand même, est-ce que c'est si… Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que ces défections, les Wörth, peut-être Sarkozy qui pourrait soutenir Emmanuel Macron, est-ce que ça pèse vraiment dans le jeu politique? Oui, moi Oui? je pense que ça pèse lourd. Pas moi. On sait que depuis sa désignation, le problème de Valérie Pécresse, c'est de devoir tenir les deux bouts de l'omelette, quoi. C'est-à-dire ceux qui ont été tentés par le vote Zemmour et qui ont voté Ciotti d'une certaine manière, donc cette partie-là et qui est représentée 40%, et puis une autre partie qui est plus traditionnelle chez les Républicains. Et qu'elle avait cette équation à résoudre et je pense qu'elle ne l'a pas résolue. C'est-à-dire qu'en fait, y compris, je pense, quelqu'un comme Michel Barnier a joué un très mauvais rôle. C'est-à-dire qu'au lieu de l'aider à donner du poids à la partie, je dirais, libérale européenne, républicaine, etc., du parti, il l'a poussé et lui-même s'est positionné pendant la primaire et il l'a poussé sur le flanc droit. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune corde de rappel dans son entourage autour d'elle et tous sont en train de partir. C'est d'une certaine manière, elle est quoi qu'elle en pense, et je pense qu'en politique, il y a deux questions qui sont le fort intérieur des hommes et des femmes politiques, et puis il y a leurs actes. Et ce qui compte, c'est leurs actes. Que Valérie Pécresse souffre de cette situation, c'est possible, mais on s'en fout complètement. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est complètement déportée sur la droite, et que du coup, tous ceux qui sont… qui veulent une politique pro-business, pro-européenne, pro-technologie, pro-ordre, ils ont un candidat pour ça. Enfin, je veux dire, et c'est pour ça qu'on a une défection. Et je pense que Éric Woerth, c'est très, très important, parce qu'Éric Woerth, c'est un peu la caution économique néolibérale. On dit qu'il aurait pu être son Premier ministre, oui. Oui, mais c'est la caution économique. Enfin, je veux dire, le mec qui est sérieux, qui était président de l'Assemblée nationale, de la Commission des finances, qui a été ministre du budget, etc., etc. Enfin, je veux dire, le gars un peu solide qui parte. Comment voulez-vous qu'elle raconte qu'elle n'est pas le clone d'Emmanuel Macron? D'Emmanuel Macron. Peut-être le clone d'Emmanuel Macron, elle est obligée de se décaler sur le régalien, entre guillemets, sur les questions identitaires, etc. Donc, elle n'a plus d'espace. Elle a de moins en moins d'espace. Moi, je pense que c'est extrêmement grave ce qui vient de lui arriver, quoi. Sarkozy ne va pas la soutenir. Tu penses, Pablo, que Sarkozy peut… Elle dit, elle, que le rendez-vous s'est très bien passé, que c'était très chaleureux, très amical, ils étaient en famille. Il pourrait… Il n'a pas fait de photo avec elle, hein. Il n'est pas sorti sur le perron de la porte pour l'embrasser devant toute la… Il faut quand même noter, mais bon, j'imagine que toutes celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent le savent, les deux ont quand même des affaires aux fesses, que ce soit Éric Woerth ou Nicolas Sarkozy, que c'est toujours mieux d'être du côté du pouvoir. Oui, oui. Ouais. Mais moi, je pense que genre, la question de Nicolas Sarkozy, hélas, c'est comme souvent à droite, mais d'ailleurs aussi un peu à gauche, hein, c'est des histoires d'ego. J'ai lu au début de la semaine qu'il était un peu vexé parce que Valérie Pécresse ne la citait pas assez dans ses discours. Non, mais donc, si on en est là, en fait, dans le débat politique, moi, je pense que ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire que à la fois Valérie Pécresse, c'est ce qu'on disait, en fait, il y a un an, lorsqu'elle s'est présentée lorsqu'elle s'est présentée pour être réélue à la présidence de la région Île-de-France, en fait, qu'elle était un autre Macron, qu'elle était seulement un autre Macron, et que après, pendant la campagne pour la primaire LR, elle essayait de se déporter sur la droite et de dire, bah, regardez, moi aussi, je peux être aussi raciste que les autres, aussi raciste que tous les autres à droite, etc. Mais elle s'est perdue et elle n'a pas… Et ça, c'est un gros problème, c'est que depuis qu'elle a été élue, depuis qu'elle a été choisie, depuis qu'elle est candidate à l'élection présidentielle, elle ne s'est pas attelée à la construction d'un véritable projet
politique de droite. Classique. On va dire droite dans ses bottes, tu vois. Bon, C'est-à-dire oui, que enfin, Macron, il le fait. Hein. Ouais. exactement, Oui, c'est ce que j'allais dire. Macron le fait, ouais. c'est un énorme problème. C'est-à-dire que Macron est un libéral, est un libéral qui pense que genre l'État doit avoir un grand rôle dans l'ordonnancement, on va dire, du libéralisme. Elle, ce qu'elle aurait pu, genre j'ai pas eu les conseils, mais ce qu'elle aurait pu incarner, c'est la droite populaire en fait. C'est de dire, regardez, Macron, lui, c'est les élites Elle aurait argentées, dû etc. aller du côté Elle a essayé, de. hein. Elle essaye un peu parfois. Elle essaye de dire, mais moi, je vais être la droite, en fait, de la bonne gestionnaire, celle qui fait. D'ailleurs, elle a un bilan à la tête de la région Île-de-France qui prêche en sa faveur. C'est-à-dire qu'il dit, elle a assaini les comptes de la région Île-de-France. On en pense ce qu'on veut, mais enfin, elle est arrivée à obtenir des notes là, sur les marchés financiers à plus, tous les voyants au vert pour les comptes les comptes de la région Île-de-France. Donc, elle aurait pu s'appuyer là-dessus et dire, voilà, moi, je vais gérer la France comme une bonne mère de famille et en siphonnant à la fois ce qui se passe dans la fonction publique, en disant, genre, voilà, les entreprises, comment il faut qu'elles travaillent, etc. Le seul problème, c'est qu'elle n'arrive pas, elle est complètement inaudible. La seule chose qu'elle fait, c'est récupérer, en gros, les idées des uns sur sa gauche et des autres un peu sur sa droite, et elle en fait un espèce de pot pourri qu'elle n'arrive même pas à tenir. Ce qui s'est passé avec le MEDEF lorsqu'elle a proposé l'augmentation de salaire de 10%, c'est absolument catastrophique. Parce qu'elle a fait une proposition, le MEDEF a dit « Ah non, 10% d'augmentation de salaire, c'est absolument impossible. » Et donc, du coup, elle est revenue dessus, elle a dit « En fait, c'est 3%, on baisse les charges. » Enfin, je veux dire, elle s'est complètement emmêlée dans son truc. Et ce qu'elle a démontré, c'est que, d'une part, elle était dans la main des lobbies, en l'occurrence des lobbies des grands patrons, etc. Et d'autre part, qu'elle n'était pas capable de tenir une ligne, en fait, et même que ça lui importait peu. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas en train de construire un projet, et c'est là que je suis pas d'accord avec toi tout à fait, Catherine. Elle est en train d'essayer de se ménager un espace politique, en fait, entre Emmanuel Macron et l'extrême droite de Zemmour et Le Pen, mais elle se ménage juste un espace. Or, c'est pas ça qu'il faut qu'elle fasse. Ce qu'il faut, si elle a envie d'être présidente de la République, il faut qu'elle assume, en fait, un projet fort pour la France. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, elle ou d'ailleurs les LR dans leur entièreté soient en capacité en fait, de faire cette proposition. Parce qu'ils sont, comme tu l'as dit, ils sont trop tiraillés par des questions complètement idiotes en fait, sur savoir, genre, ah là là, l'autre Zemmour, là, il est en train de nous récupérer tous les racistes alors qu'avant, il votait pour nous. Ah là là, l'autre, il est en train de récupérer tous les patrons et tous les libéraux. Mais c'est pas ça, pour moi, c'est de la réflexion politique à la petite semaine. Au bout d'un moment, il faut que ces gens se propulsent en fait dans la France en 2030, en 2050 et nous fassent une vraie proposition politique. Mais comme à gauche. Est-ce que Catherine, c'est pas là la principale erreur finalement de Valérie Pécresse dans cette campagne, c'est de ne pas s'être davantage appuyé sur un Xavier Bertrand qui incarne plus que disait Pablo le côté peut-être droite exactement populaire. ce que je pensais. Moi, vous savez, je vous l'avais dit comme ça en off, hein, que moi, je pensais que ce serait lui qui sortirait de la primaire parce que je pensais que c'était lui qui offrait un contrepoint à l'image autoritaire, autocrate, centralisatrice, parisienne, bourgeoise de Macron. Je m'en fous, hein, moi, de Pécresse ou de Bertrand. Mais je pensais que Bertrand pouvait porter une alternative plus droite populaire. Pécresse, elle est la présidente de la région Île-de-France. Je veux dire, c'est en tant que telle, elle porte ce problème. Et quand j'ai tout à l'heure, elle a certainement des convictions qui sont un peu plus nuancées que ce qu'elle raconte. Je pense que, par exemple, elle fait partie des rares à droite à considérer que la question écologique est une question. Ça me fait penser à Kosciusko-Morizet qui du coup a dû partir, s'exiler aux États-Unis vu le bonheur qu'on lui a accordé dans sa formation politique. C'est-à-dire qu'elle tient un peu sur ce sujet-là, mais elle n'a pas la place dans son espace chez les Républicains. Donc, moi, et elle ne peut pas jouer le Xavier Bertrand. Elle ne peut pas devenir. Je me souviens de Clémentine Autain qui, pendant la campagne des régionales avec qui elle était opposée, disait que c'est la droite versaillaise. Mais c'est vrai que c'est ça qu'elle incarne, Valérie Pécresse. Elle incarne une droite vraiment bourgeoise, éventuellement plus ou moins moderne, quand même un peu le même genre que Kosciusko-Morizet, quoi. Voilà. Alors voilà. Bon, moi, le dernier petit truc que je voulais dire, c'est que je pense que par ailleurs, entre Ségolène Royal, Christiane Taubira et Valérie Pécresse, je pense que toutes les trois, elles vont pouvoir se passer des petites soirées à se raconter toutes les vilainies, les saloperies que leur ont fait les partis qui, soi-disant, les soutiens. Je veux dire, c'est quand même pas de la tarte, hein, d'être une femme en politique. Mon Dieu, c'est...
bon appétit. Hein. Une bonne transition pour parler, tu parlais des femmes, on va parler de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel et de Geoffroy de Roux-de-Bézieux, 3 mecs. Vous avez tous les deux regardé la séquence de Jean-Luc Mélenchon avec Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, et lu aussi le face-à-face organisé par l'Humanité entre Fabien Roussel et le patron du MEDEF. D'abord, Catherine, c'est nouveau ou ça s'est déjà vu par le passé? Enfin, moi, je ne crois pas que ça se soit. Ça s'est déjà vu que les patrons du MEDEF discutent avec des dirigeants de la gauche. Hein. Ça s'est déjà vu, même de la gauche de gauche. Enfin, la gauche de gauche, oui. Oui, il y a déjà eu un entretien. J'ai cherché, j'ai creusé dans ma mémoire, mais il y a déjà eu un entretien avec Georges Marchais, mais pas en campagne électorale. Donc ça, c'est plutôt assez étonnant. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que ce soit fait à 2 reprises. C'est-à-dire que tac, tac, coup sur coup, Geoffroy de Bézieux vient parler avec les rouges. Hein, d'une certaine manière, ceux qui sont là pour lui faire les poches. Et je me suis dit, pourquoi il fait ça, quoi. C'est quand même assez étrange, cette position. Ce qui m'a semblé, ça va être une pierre un peu dans notre jardin de la gauche rouge, ce qui m'a semblé, c'est qu'il a pu se présenter, comme il l'a dit à Jean-Luc Mélenchon, comme le représentant des entreprises. Il a dit, je suis le porte-parole des entreprises. Quand je ne sais plus qui il est à Salamé, dit, vous êtes le patron des patrons. Il a dit, non, non, je ne suis pas le patron des patrons, je suis le porte-parole des entreprises. Et ça me paraît très, très, très ennuyeux qu'on le laisse sur ce terrain-là, de 2 points de vue. D'abord, c'est parce que les entreprises, même du point de vue patronal, ça n'existe pas. Je veux dire, entre les grandes entreprises et toute la myriade des PME qui, en fait, subit la loi d'airain des grandes entreprises. C'est les grandes entreprises qui passent les commandes, qui déterminent les prix, etc. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que dans le domaine dans lequel je travaille, c'est-à-dire dans le bâtiment, je vois bien la différence qu'il y a entre une PME de 50 salariés et puis les Major, les Bouygues, les Vinci, les Fage, etc. Donc, on ne peut pas parler des grandes entreprises. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je trouve extrêmement regrettable que l'on pense que les entreprises, c'est les patrons. Roux de Bézieux fait la remarque à Jean-Luc Mélenchon, alors j'avoue que je n'ai pas vérifié ce point, il faudrait le vérifier. Il lui dit, vous ne parlez pas du dialogue social et des syndicats dans votre programme. C'est-à-dire que vous êtes dans un rapport, l'État, les entreprises. Les entreprises, c'est les représentants, les dirigeants, les actionnaires, etc. Et alors, c'est sans doute moins vrai pour le Parti communiste qui demande qu'il y ait une partie des salariés. Alors, c'est pour ça que je voudrais le vérifier pour l'AFI, parce que c'est tout à fait possible que ça existe également dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Les amis dans les commentaires vont nous le dire. Sur la démocratie d'entreprise, sur la participation des salariés dans l'entreprise, il y a des propositions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne changera pas sans la mobilisation des salariés et sans réorientation des finalités des entreprises. Je ne parle pas de la responsabilité sociale et écologique et qui est du greenwashing à 2 balles des entreprises. En revanche, la question de ce que les salariés aient du poids dans l'entreprise et pas simplement du poids pour se faire entendre sur le plan salarial, ce n'est pas du tout négligeable, mais qu'elles aient aussi du poids pour parler de la stratégie des entreprises, pour définir ce que l'on produit, avec qui on le produit, comment on le produit, etc. Ça me paraît sine qua non. Il n'y aura pas de transformation de la société et de transition écologique sans les entreprises. Moi, j'aimerais beaucoup que Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel puissent avoir un débat avec le secrétaire de la CGT et le secrétaire de la CFDT. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir une discussion dans laquelle on parle de la place des salariés, de la place des entreprises et qu'on ne laisse pas l'entreprise représentée par le patron du MEDEF, ce qui n'est qu'une petite partie de l'affaire. Alors, juste un détail quand même, pas technique, mais c'est une information. L'Humanité organise un débat Geoffroy de Roux-de-Bézieux, Fabien Roussel. C'est un choix partagé. Jean-Luc Mélenchon, il va sur un plateau de télé, il ne choisit pas les invités qu'il a en face de lui. C'est le choix éditorial de France 2 d'avoir mis Geoffroy de Roux-de-Bézieux. Oui, mais c'est Geoffroy Roux-de-Bézieux qui l'accepte.
C'est ça que je veux dire. Que Oui, tu as raison. ça s'est jamais vu. Voilà. Là, il a considéré qu'il pouvait venir parler avec les Rouges. Et en gratifiant en plus Jean-Luc Mélenchon pour la peine de. C'était extrêmement courtois. Ils sont que promis, il copains était, comme cochon, là. il lui a annoncé, Cochon il lui qui a s'en dit, dédie, voilà. Il a dit il lui cochon a qui dit, s'en dédie. Si on ne mange pas une fois, l'un paye et l'autre fois, c'est l'autre qui paye. Il ne faut quand même pas pousser mes merges, à mon avis, dans la politesse à ce point. Mais bon, peu importe. En tout cas, j'imagine que pour l'Union populaire, d'entendre de la bouche de Geoffroy Roux Bézieux que ça ne sera pas le chaos si Jean-Luc Mélenchon devenait président, c'était plutôt une aubaine pour eux. Pablo, tu as pensé quoi du coup des deux J'en sais rien, Pierre. Hein. Alors là, j'en sais rien du tout. Mais bon. Je ne sais pas si d'abord la validation de Geoffroy Bézieux, c'est une. Non, il ne valide pas. Il dit juste on est en désaccord, mais ça ne sera pas le chaos tel que les gens voudraient le faire croire. Bon. Alors, moi, juste un tout petit point d'information avant de commencer à dire ce que j'en ai pensé. J'ai vérifié, moi, dans le programme de l'Avenir en commun. Donc, effectivement, je n'ai pas trouvé. Alors, je n'ai pas pu faire pomme F parce que c'est. Enfin, rechercher parce que j'ai dû tourner les pages. Mais effectivement, je n'ai pas trouvé le mot dialogue social ni le mot syndicat. Ça, c'est tout à fait vrai. Après, là, les Insoumis et le Parlement de l'Union populaire sont en train de sortir petit à petit les livrets plus détaillés. Et il s'avère que le livret travail que j'ai cherché n'est pas encore sorti. Et il va sortir dans les jours ou dans les semaines à venir. Et donc, peut-être qu'à l'intérieur de ce livret travail, il sera question des syndicats et du dialogue social. Bon, ça, c'est pas une question de livret, hein. On est d'accord? Oui, non, mais on a assez dit ici que ce n'est pas les 794 propositions qui définissent la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est son projet, son programme. Donc, ce n'est pas de savoir si le livret, machin, il parle de ça. Moi, j'ai déjà entendu Jean-Luc Mélenchon expliquer et parler de démocratie d'entreprise à maintes reprises, notamment dans la campagne 2017, expliquer qu'il fallait que 50% des conseils d'administration soient occupés par des salariés, que les décisions soient prises avec les salariés, qu'il y ait des décisions concertées. Enfin, bref, on ne va pas s'arrêter. Moi, ce qui me chagrine un peu, effectivement, c'est exactement ce que disait Catherine, c'est-à-dire l'absence de continuité entre le corps salarial, d'un côté, le corps de tous les salariés, et de l'autre côté, nos hommes et femmes politiques de gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus en fait, de jonction entre ces deux parties, quoi. Et ça, c'est un problème. Après, et je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Catherine. Moi, il y a un autre point en fait qui m'a un peu interrogé. C'était dans le débat entre Roux Bézieux et Mélenchon. C'est en fait ce qu'ils défendaient chacun finalement. C'était relativement simple. Ils étaient chacun dans leur couloir de nage. Geoffroy Roux Bézieux défendait une politique de l'offre et Jean-Luc Mélenchon défendait une politique de la demande. Et donc, ils s'affrontaient en fait sur cette question avec chacun. Et du coup, ils savaient parfaitement en fait ce que l'autre allait dire. Et parfois même, ils anticipaient ce que l'autre allait dire. Mais ce qui m'a un peu étonné, mais peut-être parce que moi, je n'ai pas le même âge, c'est tous les deux des personnes de plus de 60 ans, c'est que j'avais l'impression qu'ils auraient pu avoir exactement le même débat dans les années 70. C'est-à-dire, ça va. C'est d'ailleurs les débats qu'il y a dû avoir à l'époque entre la droite et la gauche dans les années 70. Et je n'ai pas trouvé à cet endroit-là que du coup, le logiciel économique qui s'est quand même, j'allais dire complexifié, mais en tout cas qui a avancé, enfin, genre on n'est plus exactement, la théorie économique n'est plus tout à fait en fait au même endroit. Ben eux, on a l'impression qu'ils aient pas passé 60 ans, que genre ils sont toujours comme à l'époque. Après, il s'avère que du coup, ça avait de la tenue, en fait, comme débat. Même si, encore une fois, ils anticipaient sans arrêt les arguments de l'autre. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on a compris que Jean-Luc Mélenchon allait sortir le carnet de chèques de l'État en allant chercher l'argent du côté des entreprises. Il allait sortir le carnet de chèques pour faire des commandes et commander plein de choses. Et que c'était comme ça qu'il comptait relancer, en gros, la machine économique française, voilà. Et en augmentant les salaires, du coup, il augmente la possibilité de consommer par les Français. J'ai trouvé un peu dommage que du coup, ils n'aient pas abordé la deuxième. Léa Salamé n'a pas réussi en fait à parler en fait de l'écologie, de la transition écologique, parce que en vérité, si on augmente les salaires et qu'on augmente la consommation, je ne suis pas sûr que ça soit très bon pour notre transition écologique, pour aller vers la décarbonation. D'une certaine manière, ils ne l'ont pas abordé. Et elle a dit qu'elle voulait l'aborder, Léa Salamé. Et ils n'ont pas eu le temps de l'aborder. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en fait, sur l'écologie, c'était un petit peu le socle de tout. C'est-à-dire que Geoffroy Bézieux n'a pas arrêté d'argumenter les entreprises ont besoin d'avoir de l'argent parce que
elles vont faire la transition écologique. C'était même ça le fond de son argument. Oui, mais après, le problème, c'est que Mélenchon dans les arguments qui étaient très forts, hein, quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a 5 personnes qui ont autant de richesses que 27 millions de Français, ben, il a quand même mis en avant les inégalités de façon tout à fait marquante. Mais je te rejoins, l'intervention de Mélenchon est portée sur une nouvelle politique de la demande et sur une politique de l'État qui allait relancer et réorienter d'une certaine manière les investissements. C'était ça son discours. Hein. Nous, on va réorienter vers les productions utiles. Mais c'est ce que moi je dis et que je le pose comme étant pour moi un certain écart avec le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui insiste, à mon avis, à la fois à juste titre et dans une certaine limite, c'est trop. Il insiste sur la question de la place de l'État. Donc l'État va orienter, et moi je pense qu'il n'y a pas de transformation de la société sans la société, les citoyens, localement ou dans les entreprises. Et cette dimension-là de la mobilisation sociale, bien qu'elle soit dans le baseline de la France insoumise, hein, on est pour la révolution citoyenne, mais la déclinaison de cette révolution citoyenne, je ne la ressens pas dans les interventions, et y compris sur les sujets stratégiques qui sont ceux de la politique économique. Alors, pour autant, enfin, en revanche, c'était assez présent en fait dans le dialogue entre Fabien Roussel et Geoffroy Roux de Bézieux. C'est-à-dire que dans l'Humanité, Fabien Roussel a beaucoup plus insisté sur les métamorphoses qu'il proposait pour le monde du travail. Et il n'arrêtait pas de parler des salariés, des travailleurs et des travailleuses, et que c'était à cet endroit-là, en fait, que lui voulait mettre l'accent. Et d'ailleurs, Geoffroy Roux de Bézieux, parfois, essayait de ramener un peu la discussion sur des questions macroéconomiques. Et Fabien Roussel redescendait, en fait, au niveau des travailleurs, enfin, au niveau du travail, parce que de toute façon, lui, pour le coup, c'est ce qu'il répète à longueur de temps, il veut être le candidat du travail. Hein. Alors, et il le définit relativement bien, et enfin plutôt relativement classiquement, en fait, quand on a une grille de lecture communiste. Et donc, on voit qu'il y a une petite différence, mais encore une fois, c'est ça qui est un peu terrible, c'est que en fait, ça dépend dans quelle séquence en fait s'inscrivent les uns et les autres. Et il s'avère que la séquence de Jean-Luc Mélenchon jeudi soir, bah, c'était pas ça en fait qu'il avait envie de raconter à Geoffroy Roux de Bézieux. Peut-être que lorsqu'ils sortiront le livret de travail, il mettra l'accent là-dessus. Oui, mais quand dans une émission comme ça, il faut parler de ta politique, pas de tes propositions. Moi, je ne cesse de le dire, mais bon, c'est. Allez. La prochaine fois, je serai candidate. Putain, il y a du scoop là. Allez, vos coups de cœur pour finir en ce dimanche pluvieux. Très vite, parce qu'il nous reste 2 minutes. Moi, je vous recommande l'interview qui a eu lieu sur France Culture vendredi matin à 7h40 et jusqu'à 9h moins le quart, donc presque 1 heure sur France Culture, avec Alice Diop, qui est la réalisatrice qui vient de faire un film où elle porte sa caméra sur toute la banlieue. Je n'ai pas vu le film, j'ai très envie de voir ce film, ce qu'a dit cette femme sur sa volonté de raconter la banlieue de manière non stéréotypée et de donner à voir et à incarner cette réalité dans sa diversité. C'était mais sublimement intéressant et intelligent. J'ai hâte d'aller voir son film « Nous » qui sort mercredi, et je vous recommande l'interview sur France Culture. Pablo ? Moi, c'était juste à vous dire d'aller voir toute l'après-midi de débats et d'informations organisés par Acrimed et l'association Visa. C'est sur le site Facebook d'Acrimed. Ça s'appelait les médias face à l'extrême droite, ou les médias et l'extrême droite. Il y avait toutes sortes de tables rondes qui étaient très éclairantes sur en fait, les raisons pour lesquelles on en est là dans notre débat public qui est complètement phagocyté par les thèmes de l'extrême droite. Et à la fin, la dernière table ronde, c'était sur en fait, ce qu'on pouvait faire. Et je pense qu'il y a des idées qui sont loin d'être idiotes et qu'on devrait utiliser même aussi à regard. Allez, et moi, mon coup de cœur, c'est dédicace à l'amour, au couple, et à toutes formes diverses aux amours. Aux amours, voilà, exactement. Demain, c'est la Saint-Valentin, et demain soir est diffusé sur France 3 à 21h10 un formidable documentaire qui sera en trois parties de Françoise Davies. Ça s'appelle « Il était une fois l'amour à la française ». Elle revient un peu sur la vie publique, la vie intime, l'évolution de nos relations amoureuses au fil du temps. C'est vraiment super. On l'avait déjà reçu, Françoise, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour son précédent documentaire qui s'appelait Histoire d'une nation. C'était vraiment super. Elle est vraiment une réalisatrice incroyable. Regardez-le, et surtout, elle sera l'invitée de la Midinale demain.
Ciao, Salut, bon ciao. dimanche. Super. Allez, à demain. Ciao.